Le docteur Dubois avait suivi 47 cas de mutisme en 20 ans de carrière. Aucun n'avait retrouvé la parole après 7 ans. C'est pourquoi, lorsqu'elle reçut l'appel d'Antoine Dubois à 6h18 du matin, un 14 novembre, l'informant que son beau-frère, Julien Leclerc, venait de prononcer le nom de sa défunte épouse. Elle pensa d'abord à une plaisanterie de mauvais goût, mais il n'en était rien. Et ce que le docteur Dubois découvrirait dans les vidéos qu'Antoine lui envoya 3 heures plus tard allait changer à jamais sa façon de comprendre le silence, la musique et les miracles qui naissent dans les mains de ceux que personne ne voit. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter exactement 7 ans en arrière, au 14 novembre 2018, au jour où Julien Leclerc perdit sa voix et quelque chose de bien plus important encore. C'était un vendredi soir. Il pleuvait à verse. Julien conduisait sur l'autoroute A6. Chloé, sa femme, était assise à ses côtés. Il revenait d'un dîner chez des amis. Chloé était enceinte de 4 mois, leur première fille. Ils avaient décidé de l'appeler Léa. Julien était professeur de littérature à la Sorbonne. Il parlait 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Ses élèves disaient qu'il avait la voix la plus claire qu'ils aient jamais entendue, que lorsqu'il lisait de la poésie en classe, la salle entière se figeait dans un silence religieux. Chloé était architecte, sœur d'Antoine Dubois, propriétaire de 8 hôtels au Mexique. Mais Chloé n'avait jamais voulu travailler dans l'entreprise familiale. Elle préférait concevoir des écoles publiques, des logements pour les familles démunies. Cette nuit-là, à 23h42, un semi-remorque perdit le contrôle sous la pluie. L'impact fut instantané. Chloé mourut avant d'arriver à l'hôpital. Léa aussi. Julien survécut. Fracture du crâne, 6 côtes brisées, lésion de la colonne cervicale et quelque chose que les médecins ne comprirent pas complètement au début. Une lésion aux cordes vocales, partielle et non totale. Quand il se réveilla 3 jours plus tard à l'hôpital, Antoine était là, les yeux rouges, n'ayant pas dormi depuis l'accident. Julien ouvrit la bouche pour demander des nouvelles de Chloé. Rien ne sortit. Il essaya à nouveau. Rien. Antoine lui prit la main et d'une voix brisée, lui dit la vérité. Chloé n'avait pas survécu, Léa non plus. Julien ferma les yeux et n'essaya plus jamais de parler. Les médecins dirent que la lésion était physique, une atteinte aux cordes vocales, récupérable avec de la thérapie. 90% de chances de retrouver la parole en 6 mois. Mais 6 mois passèrent et Julien resta silencieux. 1 année passa, silence. 2 années passèrent, silence. 3 neurologues différents examinèrent Julien. Le diagnostic fut le même. La lésion physique avait guéri. Les cordes vocales étaient fonctionnelles. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de psychologique, un traumatisme, de la culpabilité, une dépression sévère. Le docteur Raymond, le plus honnête des 3, avoua à Antoine la vérité que personne d'autre ne voulait prononcer. Après 7 ans de mutisme volontaire, les chances de rétablissement étaient inférieures à 2%. Le cerveau oublie comment parler. Les muscles s'atrophient. La voix disparaît tout simplement. Julien se transforma en une ombre. Il vivait dans l'hôtel particulier d'Antoine, un hôtel particulier à Neuilly, avec 8 chambres. Julien en occupait une, la plus éloignée, la plus silencieuse. Antoine prenait soin de lui, par obligation, par culpabilité, parce que Chloé était sa sœur, parce que les derniers mots qu'Antoine avait adressés à Chloé avant l'accident avaient été prononcés lors d'une dispute stupide à propos de l'entreprise familiale. Ils n'eurent jamais l'occasion de se réconcilier. Alors Antoine s'occupait de Julien comme une façon de demander pardon à une sœur qui ne pouvait plus l'entendre. Mais il n'y avait aucune connexion. Antoine travaillait 14 heures par jour. Julien passait ses après-midi dans la bibliothèque de la maison, à regarder par la fenêtre, sans lire, sans écrire, sans rien. 7 années s'écoulèrent ainsi, jusqu'à l'arrivée de Rose Martin. Rose avait 46 ans lorsqu'elle commença à travailler comme employée de maison chez les Dubois. C'était le 1er avril 2023.
Elle était veuve depuis 2 ans. Son mari, Robert, était décédé de la maladie de Charcot, la même maladie qui avait emporté Stephen Hawking. Durant les 2 dernières années de sa vie, Robert n'avait plus pu parler, ni bouger. Il ne pouvait plus que cligner des yeux. Rose avait été musicothérapeute. Elle avait travaillé 12 ans dans un hôpital pour enfants, utilisant la musique pour aider les enfants traumatisés à s'exprimer, mais après la mort de Robert, Rose n'avait pas pu continuer. Elle avait démissionné, avait vendu son cabinet, devait ranger tous ses instruments dans des cartons, sauf l'harmonica de Robert, un harmonica argenté ancien, avec les initiales R.M. gravées sur le côté. 1997, l'année de leur rencontre. Rose gardait cet harmonica dans le tiroir de sa table de chevet. Elle le regardait chaque soir avant de s'endormir. Et chaque soir, elle se posait la même question. Si elle avait essayé la musicothérapie avec Robert plus tôt, quand il pouvait encore émettre des sons, même pas des mots, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Est-ce qu'elle aurait pu lui donner une façon de communiquer? Une façon de dire « je t'aime » une dernière fois? Elle ne le savait pas. Et cette question la hantait comme un fantôme. Quand Rose arriva chez les Dubois, Antoine lui donna les instructions de base. Nettoyer, cuisiner, laver et une règle spéciale. Ne pas déranger Julien. « Julien est mon beau-frère », lui dit Antoine. « Il vit ici, il ne parle pas, il n'aime pas la compagnie. Contentez-vous de déposer les repas devant la porte de la bibliothèque. N'essayez pas de converser. N'essayez pas d'aider. Laissez-le tranquille. » Rose acquiesça. Et durant les 2 premières semaines, elle obéit. Mais Rose était observatrice. Elle avait passé 12 ans à lire le langage corporel d'enfants qui ne pouvaient pas parler. Elle savait voir ce que les autres ne voyaient pas. Et ce qu'elle vit chez Julien, ce n'était pas un homme qui ne pouvait pas parler. Elle vit un homme qui ne voulait pas vivre. C'était dans les petits détails. La façon dont Julien touchait sa gorge lorsqu'il regardait la photo de Chloé dans la bibliothèque, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. La façon dont il fermait les yeux lorsqu'il écoutait de la musique à la radio, pas par plaisir, mais par douleur. La façon dont, chaque 14 novembre, Julien restait enfermé dans sa chambre toute la journée, sans manger, sans sortir, comme s'il attendait que ce jour, cesse de mourir. Rose le vit et comprit. Ce n'était pas que Julien ne pouvait pas parler. C'était qu'il avait décidé, à un niveau profond et inconscient, qu'il ne méritait pas de parler, que sa voix était morte avec Chloé, et que vivre en silence était sa façon de faire pénitence. C'est au cours de la 3e semaine que Rose prit une décision. Un matin, après le départ d'Antoine au travail, Rose monta dans son petit appartement à Belleville, ouvrit le tiroir de sa table de chevet et sortit l'harmonica de Robert. Elle le nettoya, le tint dans ses mains pendant 10 minutes entières, pleura en silence. Puis elle le rangea dans la poche de son tablier et retourna chez les Dubois. Il était 11 heures du matin quand Rose entra dans la bibliothèque pour faire le ménage. Julien était là, comme toujours, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin. Avec la photo de Chloé dans ses mains, Rose nettoya en silence. Et quand elle eut terminé, elle déposa quelque chose sur la table basse. L'harmonica, elle ne dit rien. Elle se contenta de le poser là, comme si elle l'avait oublié par accident. Et elle partit. Julien ne le toucha pas ce jour-là, ni le lendemain, ni pendant toute cette semaine, mais Rose remarqua quelque chose. Chaque jour, quand elle entrait pour nettoyer, l'harmonica se trouvait à un endroit différent. D'abord sur la table, puis sur l'accoudoir du fauteuil, ensuite sur l'étagère, puis à côté de la photo de Chloé. Julien le déplaçait. Il le regardait, mais il ne le touchait pas. 2 semaines passèrent encore. Et puis, un matin, à 5h47, Rose entendit quelque chose qui la figea en plein milieu de la cuisine. Un son faible, tremblant, à peine audible, le son de quelqu'un soufflant dans un harmonica, sans mélodie, sans rythme, juste de l'air, passant à travers le métal, créant une note, une seule note, brisée et belle à la fois.
Rose posa la tasse de café qu'elle tenait, monta les escaliers en silence, resta plantée devant la porte de la bibliothèque, et elle écouta. Julien essayait de jouer. Il ne savait pas comment. Il n'avait jamais touché un instrument de sa vie, mais il essayait. Il souffla une autre note, puis une autre, fausse, maladroite, mais c'était des sons. Et Rose sut à ce moment-là que quelque chose avait commencé, quelque chose de petit, quelque chose de fragile, mais quelque chose de réel. Elle n'entra pas, elle n'interrompit pas. Elle se contenta d'écouter pendant 5 minutes, jusqu'à ce que Julien s'arrête. Alors Rose redescendit les escaliers, s'assit dans la cuisine et pleura, parce que cette mélodie brisée, cette série de notes sans queue ni tête, était la même mélodie que Robert avait l'habitude de jouer dans les bons jours. Avant que la maladie de Charcot ne lui vole tout, Somewhere Over the Rainbow, Rose n'avait jamais dit à Julien quelle était cette chanson. Elle n'avait jamais donné d'instructions, mais d'une certaine manière, Julien avait trouvé ses notes, comme si l'univers rappelait à Rose quelque chose qu'elle avait oublié, que la musique n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se trouve dans les endroits les plus sombres, quand il ne reste plus rien d'autre. Le lendemain, Rose laissa un mot à côté de l'harmonica, écrit à la main. Bref, cet harmonica appartenait à mon mari. Il est mort il y a 5 ans. Il n'a pas pu parler les 2 dernières années de sa vie, mais il jouait de ça chaque jour. Et quand il jouait, je savais qu'il était encore là, qu'il n'était pas complètement parti. Vous pouvez le garder si vous voulez. Rose. Julien lut le mot. Et ce soir-là, pour la première fois depuis 7 ans, il ne passa pas le 14 novembre enfermé dans sa chambre. Il passa 3 heures dans la bibliothèque, à essayer de jouer une mélodie qu'il ne connaissait pas, mais que, d'une certaine manière, il sentait qu'il avait besoin d'apprendre. 2 mois passèrent. Julien jouait chaque matin, à 5h30, avant qu'Antoine ne se réveille, avant que le monde ne commence à bouger. Rose écoutait depuis la cuisine. Elle n'interrompait jamais. Elle se contentait d'écouter. Et elle documentait. Elle acheta un cahier, bleu, bon marché, 150 pages. Et chaque jour, après avoir écouté Julien, elle écrivait ce qu'elle avait entendu. Jour 30, 3 notes, fausses, mais soutenues plus longtemps. Jour 45, il a essayé une gamme, a échoué, a essayé encore. Jour 67, 5 notes de Somewhere Over the Rainbow, reconnaissables. Jour 89, il a joué 3 notes d'affilée sans erreur. Rose ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas de plan. Elle n'avait pas de but. Elle savait juste que quelque chose se passait. Quelque chose que les 3 neurologues et les 7 années de silence n'avaient pas réussi à accomplir. Julien revenait, pas avec des mots, pas encore, mais avec des sons. Et les sons, Rose le savait, étaient le premier pas. C'est au jour 127 que tout changea. Rose entra dans la bibliothèque à 6h du matin. Comme toujours, Julien était là, avec l'harmonica dans les mains, mais cette fois, il n'était pas seul. Il y avait une vidéo qui passait sur son téléphone, un tutoriel YouTube. Comment jouer Somewhere Over the Rainbow à l'harmonica. Julien essayait de suivre, mettant la vidéo en pause, essayant les notes, échouant, essayant encore. Rose resta plantée dans l'encadrement de la porte, ne sachant pas si elle devait partir ou rester. Alors Julien la vit et il ne s'arrêta pas. Il continua à jouer en la regardant, comme s'il demandait sans mots « Est-ce que j'ai le droit d'essayer ça ?» Rose acquiesça, lentement, et pour la première fois depuis 2 mois, Rose n'écouta pas seulement. Elle entra, s'assit dans le fauteuil en face de Julien, et quand Julien joua les 3 premières notes correctement, Rose sourit. Julien sourit aussi, et Rose sut qu'elle n'était plus seule dans cette histoire. 2 autres mois passèrent. Rose commença à enseigner, pas avec des mots. Julien ne pouvait pas répondre, mais avec des gestes, avec des démonstrations. Rose fredonnait la mélodie. Julien essayait de la reproduire à l'harmonica. Il échouait, essayait de nouveau, échouait encore. Mais chaque jour, il échouait un peu moins.
Antoine ne savait rien de tout cela. Il quittait la maison à 7 heures, revenait à 9 heures du soir, dînait seul dans son bureau, vérifiait des rapports, dormait 5 heures et répétait. Il ne voyait pas ce qui se passait dans sa propre maison. Il ne voyait pas que Julien ne passait plus toute la journée à regarder par la fenêtre. Il ne voyait pas que l'harmonica, qui était autrefois rangée, était maintenant sur la table, utilisée, aimée. Il ne voyait pas que Rose ne laissait plus la nourriture devant la porte. Maintenant, elle la laissait dans la bibliothèque. Et parfois, elle restait et ils mangeaient ensemble, en silence, mais ensemble. Antoine ne voyait rien de tout ça, jusqu'au jour 180. C'était un samedi. Antoine rentra tôt à la maison, 10 heures du matin, inhabituel. Il avait annulé une réunion. Il entendit de la musique. Venant de la bibliothèque, ce n'était pas la radio, c'était un harmonica. Antoine monta les escaliers, lentement, confus. Il ouvrit la porte de la bibliothèque et vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Julien, assis dans le fauteuil, avec un harmonica dans les mains, jouant, et Rose, assise en face de lui, avec un cahier bleu ouvert sur ses genoux, écoutant. Antoine resta planté sur le seuil de la porte. Sans mot dire, Julien s'arrêta, regarda Antoine. Et pour la première fois depuis 7 ans, Antoine vit quelque chose dans les yeux de Julien qu'il n'avait pas vu depuis l'accident. De la peur. Pas la peur d'Antoine, la peur de perdre ça, quoi que ce soit. Rose se leva rapidement. « Monsieur Dubois, je suis désolé, j'étais juste... » Antoine leva la main, doucement. Il regarda Julien, puis Rose, puis l'harmonica. Et alors il vit le cahier, bleu, ouvert, avec l'écriture de Rose remplissant les pages. Jour 180. À jouer la mélodie complète, sans erreur. 3 minutes, à pleurer quand il a fini. Antoine prit le cahier, le feuilleta, page après page. 180 jours, 180 entrées, chacune documentant un petit progrès, un petit miracle. Antoine leva les yeux, il regarda Rose. « Combien de temps fait-il cela ?»« 6 mois, dit Rose. »« Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Rose regarda Julien, puis de nouveau Antoine. « Parce que vous m'aviez dit de ne pas vous déranger, et j'ai pensé que si je vous le disais, vous me demanderiez d'arrêter. » Antoine ferma le cahier. Il s'assit, lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il regarda Julien. « Tu peux parler. » Ce n'était pas une question, c'était une supplique. Julien secoua la tête, lentement, les yeux pleins de larmes. Antoine acquiesça, se leva, et sans rien dire de plus, quitta la bibliothèque. Rose pensa qu'elle serait renvoyée, mais le lendemain, lorsqu'elle arriva au travail, il y avait un mot d'Antoine sur la table de la cuisine. « Continuez ce que vous faites, et tenez-moi informé. » Rose garda ce mot, et continua. Mais quelque chose avait changé. Antoine n'était plus absent. Il commença à rentrer à la maison plus tôt. Pas beaucoup, seulement 30 minutes, puis 1 heure. Mais c'était un changement. Et il commença à remarquer des choses. Il remarqua que Julien ne mangeait plus dans sa chambre. Maintenant, il mangeait dans la salle à manger, avec Rose, en silence, mais présent. Il remarqua que la bibliothèque, qui avant sentait la poussière et le silence, sentait maintenant le café frais, la vie. Il remarqua que Julien avait commencé à prendre une douche chaque matin, à s'habiller, à se raser, de petites choses, mais importantes. Et il remarqua que Rose n'était plus seulement une employée. Elle était la raison pour laquelle Julien était encore là. Encore 2 mois passèrent. Jour 234, Rose était dans la bibliothèque avec Julien, comme toujours. 6 heures du matin. La maison encore endormie. Julien jouait « Somewhere Over the Rainbow ». Il n'avait plus besoin du tutoriel. Il la connaissait par cœur. Chaque note, chaque pause, chaque respiration. Quand il eut terminé, Rose applaudit lentement. Julien sourit. Et alors, il fit quelque chose que Rose n'attendait pas. Il ouvrit la bouche et essaya de chanter. Rien ne sortit, seulement de l'air. Un murmure rauque, à peine audible. Mais Rose vit quelque chose.
Un petit mouvement dans la gorge de Julien, les cordes vocales vibrant, essayant de former un son. Julien essaya encore. Il posa l'harmonica sur la table, toucha sa gorge avec ses mains et essaya de faire un son. N'importe quel son, seulement de l'air. Mais Rose savait ce que cela signifiait. Après 7 ans, les cordes vocales de Julien se réveillaient. Julien regarda Rose, les yeux pleins d'espoir et de peur. Rose acquiesça, lentement. « Ça marche, dit Rose. Continue d'essayer. » Julien ferma les yeux et recommença. Cette fois, quelque chose de différent. Ce n'était pas un mot, ni même une voyelle, mais c'était un son, bas, guttural, brisé, mais réel. Julien ouvrit les yeux, toucha sa gorge avec ses mains, comme s'il ne pouvait pas croire que ce son était sorti de lui, et il pleura. Rose se leva, s'approcha, et pour la première fois en 6 mois, prit Julien dans ses bras. Elle ne dit rien, elle le soutint seulement, pendant que Julien pleurait sur son épaule. 7 années de silence, sortant tout d'un coup. Quand Julien se calma, Rose se recula et lui dit quelque chose qui changerait tout. « Je vais enregistrer ça, pour que quand tu parleras vraiment, tu puisses voir jusqu'où tu es allé. » Julien acquiesça, et le lendemain, Rose commença à enregistrer. Jour 250, Julien faisant des sons gutturaux, 5 secondes de vidéo. Jour 260, essayant de dire la lettre A, 15 secondes. Jour 278, première voyelle reconnaissable, 10 secondes. Jour 298, Julien jouant Somewhere Over the Rainbow en entier, sans erreur, et à la fin, essayant de chanter les 3 premiers mots, Somewhere Over the, seulement de l'air sorti, mais l'intention était là. Rose enregistra toute cette vidéo, 47 secondes, depuis le début de la mélodie jusqu'à la tentative de chanter, et quand Julien eut terminé, Rose avait les larmes aux yeux, parce que dans cette vidéo, Rose vit ce que 3 neurologues avaient dit être impossible. Elle vit un homme qui apprenait à vivre de nouveau. Cette nuit-là, Rose montra la vidéo à Antoine. Antoine la regarda 3 fois, sans rien dire, regardant seulement la façon dont Julien tenait l'harmonica, la façon dont il fermait les yeux quand il jouait, la façon dont il essayait de chanter. Quand la vidéo fut terminée pour la 3e fois, Antoine leva les yeux, regarda Rose. Elle croit qu'il va parler? Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Rose soutint le regard d'Antoine. Je ne sais pas, mais il essaie, et c'est plus qu'il n'a fait depuis 7 ans. Antoine se leva, marcha vers la fenêtre, regarda le jardin sombre. Les médecins ont dit que c'était impossible. Moins de 2% de chance. Rose ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était douce, mais ferme. Les médecins ne le connaissent pas comme moi. Ils ne le voient pas chaque matin. Ils ne voient pas comment il touche sa gorge, chaque fois qu'il entend sa propre voix dans sa tête. Ils ne voient pas comment il pleure quand il réussit à faire un son. Les médecins voient des statistiques. Moi, je vois Julien. Antoine se retourna, regarda Rose avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant, de la colère. Vous lui donnez de faux espoirs. Rose se leva, faisant face à Antoine. Je lui donne une raison de vivre, ce qui est plus que ce que quiconque lui a donné depuis 7 ans. Vous y compris. Le silence qui suivit fut brutal. Antoine serra la mâchoire, regarda Rose comme s'il était sur le point de la renvoyer. Mais alors, quelque chose sur son visage se brisa, et Antoine s'assit, mit son visage dans ses mains et parla d'une voix que Rose entendit à peine. « J'ai peur. » Rose s'assit près de lui, lentement. « De quoi? Que ça marche et que ça ne marche pas. Que Julien parle et que la première chose qu'il dise soit qu'il me hait parce que Chloé est morte et que je n'ai pas pu la sauver. Parce que les dernières paroles que je lui ai dites étaient cruelles. Parce que j'ai été un lâche pendant 7 ans. » Rose ne dit rien pendant un long moment, puis elle posa sa main sur la main d'Antoine. « Si Julien parle, ce ne sera pas pour vous blâmer, ce sera pour vous pardonner. Parce que c'est ce que les gens qui sont restés silencieux si longtemps font quand ils trouvent enfin leur voix. Ils parlent d'amour, pas de haine. » Antoine leva les yeux.
regarda Rose. Comment le savez-vous? Parce que mon mari est resté silencieux pendant 2 ans avant de mourir. Et la veille de sa mort, il a retrouvé sa voix pendant 5 minutes. 5 minutes après 2 ans. Et la seule chose qu'il a dite fut merci. Et je t'aime. Rien de plus. Parce que quand il ne te reste plus de temps, tu dis seulement ce qui compte. Antoine acquiesça, lentement, et pour la première fois en 7 ans, Antoine pleura pour sa sœur. Rose le laissa pleurer. Elle ne le toucha pas, ne le consola pas. Elle était juste là. Quand Antoine se calma, il se leva, s'essuya les yeux et dit quelque chose que Rose n'attendait pas. « Je vais commencer à rentrer tôt. Je veux être là. Quand ça arrivera, » Rose acquiesça. Et Antoine tint sa promesse. Le lendemain, Antoine rentra à la maison à 6h30 du matin. Julien et Rose étaient déjà dans la bibliothèque. Antoine n'entra pas. Seul, il resta planté devant la porte. Écoutant, Julien jouait, Rose fredonnait avec lui. Et à la fin, Julien essayait de chanter, juste de l'air. Mais un effort quand même. Antoine écouta pendant 20 minutes, puis descendit les escaliers, se prépara un café et partit travailler. Mais quelque chose avait changé. Antoine commença à réduire ses heures. 14 heures par jour se transformèrent en 12, puis 10. Il commença à prendre son petit déjeuner à la maison, avec Julien et Rose, en silence. Mais ensemble, il commença à demander comment s'était passée la journée. Avait-il fait des progrès? Avait-il besoin de quelque chose? Et il commença à voir ce que Rose avait vu depuis le début, que Julien n'était pas un fardeau, c'était sa famille. Et Antoine l'avait abandonné. 2 mois de plus passèrent. Jour 345, 20 jours avant le 14 novembre, 20 jours avant l'anniversaire exact des 7 ans de l'accident. Julien était dans la bibliothèque, avec Rose, comme toujours, mais cette fois, Antoine était là aussi, assis dans le fauteuil au fond, observant. Julien joua Somewhere Over the Rainbow, parfaitement, comme s'il avait joué ça toute sa vie. Quand il termina, Rose sourit. « Maintenant, essaye de chanter. » Julien acquiesça, posant l'harmonica sur la table, touchant sa gorge, fermant les yeux, et il essaya, au début, seulement de l'air. Mais alors, quelque chose changea. Un son, bas, rauque, guttural, mais reconnaissable. La lettre S, puis une autre, O, puis M. Antoine se pencha en avant, retenant son souffle. Julien ouvrit les yeux, regarda Rose, puis Antoine, et bougea les lèvres. Somme, ce n'était pas clair, c'était cassé, râpeux, à peine audible, mais c'était une syllabe, la première syllabe en 7 ans. Rose porta ses mains à sa bouche, pleura, Antoine se leva, fit un pas en avant. « Julien, tu as dit quelque chose. Tu l'as fait. » Julien regarda Antoine, les yeux pleins de larmes, et secoua la tête. Pas encore, mais bientôt. Il n'utilisa pas de mots. Mais Antoine comprit, et à ce moment, Antoine sut que Rose avait raison. Ce n'était pas de faux espoirs, c'était un miracle, lent, douloureux, mais réel. Antoine s'approcha de Julien, s'agenouilla devant lui et dit quelque chose qu'il gardait en lui depuis 7 ans. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, de t'avoir laissé seul, de ne pas avoir été le frère que Chloé aurait voulu que je sois. » Julien ferma les yeux. D'autres larmes coulèrent. Et alors Julien fit quelque chose qu'Antoine n'avait pas vu depuis 7 ans. Il sourit. Ce n'était pas un sourire complet, c'était petit, fragile, mais c'était réel. Et Antoine sut que Julien l'avait pardonné. Les 20 jours suivants se déroulèrent dans une nouvelle routine. Antoine arrivait à 6h du matin, s'asseyait avec Rose et Julien, écoutait Julien jouer, le voyait essayer de parler. Jour 350, Julien prononça la lettre A clairement. Jour 355, il dit la syllabe Chachello. Jour 360, il essaya de dire le nom complet Chloé. Ce n'est pas sorti complètement, mais presque. Et puis arriva le jour 365, 14 novembre 2025, exactement 7 ans après l'accident. Antoine ne dormit pas cette nuit-là.
Il resta éveillé toute la nuit, pensant à Chloé, à Léa, aux 7 années qu'il avait perdues avec Julien. À 5 heures du matin, il se leva, descendit à la cuisine. Rose était déjà là. « Tu ne vas pas travailler aujourd'hui » dit Antoine. Rose secoua la tête. « Aujourd'hui, je reste, quoi qu'il arrive. » Antoine acquiesça. À 6 heures du matin, ils entendirent la porte de la bibliothèque s'ouvrir. Julien descendit les escaliers, lentement. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Il entra dans la cuisine, regarda Antoine, puis Rose. Et alors, il fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il marcha jusqu'à la table, posa l'harmonica au centre et s'assit. Rose et Antoine s'assirent aussi. Julien prit l'harmonica, la tint dans ses mains pendant un long moment, puis la porta à ses lèvres et joua « Somewhere over the rainbow », complètement, sans erreur, sans pause. 3 minutes de musique parfaite. Quand il eut terminé, Julien posa l'harmonica sur la table, regarda Antoine, fermant les yeux, ouvrit la bouche et parla. Chloé, la voix était cassée, rauque, râpeuse, comme si elle venait d'un endroit très lointain, mais elle était claire, c'était sa voix. Antoine cessa de respirer. Rose porta ses mains à sa bouche, pleura. Julien ouvrit les yeux. Ils étaient pleins de larmes. Il regarda Antoine et essaya encore. Peu, don, ne, pardonne-moi. 4 syllabes, brisées, séparées, douloureuses à entendre, mais réelles. Antoine se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Julien, mon Dieu, Julien. Julien essaya de dire quelque chose de plus, mais sa voix se brisa. Il toussa, toucha sa gorge. Rose se leva, lui apporta de l'eau. Julien but lentement. Antoine était debout au milieu de la cuisine, tremblant, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Il faut que j'appelle le docteur Dubois, maintenant !» Il était 6h18 du matin quand Antoine composa le numéro du docteur Dubois. Elle répondit à la 3e sonnerie, d'une voix endormie. « Antoine Dubois, que se passe-t-il » Antoine prit une profonde inspiration, essaya de parler, n'y parvint pas. Alors il passa le téléphone à Rose. Rose parla d'une voix tremblante. « Docteur Dubois, c'est Rose Martin. Je travaille pour Monsieur Dubois. Il a besoin que vous veniez. Maintenant, c'est à propos de Julien. Que s'est-il passé ?» Il a parlé. Julien a parlé. Après 7 ans, il a parlé. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « C'est impossible. Les cas de mutisme après 7 ans ne se rétablissent pas. Les statistiques. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, les statistiques sont assises dans ma cuisine en train de dire des mots. » Le docteur Dubois arriva 1 heure plus tard. Elle entra dans la maison avec sa mallette médicale, sérieuse, sceptique. Antoine la conduisit à la bibliothèque. Julien était là, assis dans le fauteuil, avec l'harmonica dans ses mains. Le docteur Dubois s'assit en face de lui. « Julien, je suis le docteur Dubois. Je vous ai examiné il y a 3 ans. On m'a dit que vous avez parlé ce matin. Est-ce vrai ?» Julien la regarda, acquiesça lentement, puis ferma les yeux et parla. « Oui, un mot, clair, rauque, mais parfaitement compréhensible. » Le docteur Dubois resta immobile. « Mon Dieu !» Elle sortit son stéthoscope, s'approcha de Julien. « Je vais examiner votre gorge. »« D'accord ?» Julien acquiesça. Le docteur passa les 20 minutes suivantes à examiner Julien, palpa sa gorge, écouta sa respiration, lui demanda de dire des voyelles, de tousser, de faire des sons. Julien obéit à tout, avec difficulté, avec douleur, mais il obéit. Quand elle eut terminé, le docteur Dubois s'assit, regarda Antoine, puis Rose. Les cordes vocales fonctionnent, pas à 100%, je dirais à 40% de leur capacité. La voix est rauque parce que les muscles sont atrophiés, mais ils fonctionnent. Après 7 ans, elle regarda Julien. C'est médicalement impossible. Mais vous parlez, Julien sourit, faiblement. Musique. Le docteur Dubois fronça les sourcils. Elle regarda l'harmonica dans les mains de Julien. Quel est le rapport avec la musique ? Rose fit un pas en avant,
Elle tendit le cahier bleu au docteur Dubois. Tout. Le docteur Dubois lut le cahier en entier. 365 entrées, chacune documentant un jour, une petite avancée, une note, un son, une syllabe. Quand elle eut terminé, le docteur referma le cahier et regarda Rose avec quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. « Vous avez fait ça, sans formation médicale, sans thérapeute, sans médicaments, seulement avec un harmonica et de la patience. » Rose secoua la tête. « Je lui ai juste donné l'harmonica. Il a fait tout le reste. » Le docteur regarda Julien. « Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez décidé d'essayer de parler à nouveau ?» Julien ferma les yeux. Il réfléchit un long moment. Alors, il ouvrit la bouche. Et avec un grand effort, il dit une phrase complète. « Parce que elle m'a montré que je suis encore vivant. » 10 mots, séparés, douloureux, mais une phrase complète. La première phrase complète en 7 ans. Le docteur Dubois acquiesça lentement, rangement de son stéthoscope. « Je vais être honnête, je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais devoir le documenter, écrire un rapport, peut-être un article, parce que ça ne devrait pas être possible. » Elle regarda Rose. « Mais ça l'est, et vous l'avez rendu possible. » Antoine, qui était resté silencieux tout ce temps, finit par parler. « Et maintenant, on fait quoi ?» Le docteur se leva. « Thérapie. Thérapie vocale, intensive. Les cordes vocales fonctionnent, mais elles sont faibles. Il a besoin d'exercice, tous les jours, pendant des mois, peut-être des années. Il ne retrouvera pas complètement sa voix, mais il peut s'améliorer. » Elle regarda Julien. « Si vous voulez vraiment reparler, vous devez travailler. Ça va faire mal, ça va être frustrant, mais vous pouvez le faire. » Julien acquiesça. « Je vais le faire. » Le docteur sourit. Pour la première fois depuis son arrivée, « Alors, je vous verrai à mon cabinet la semaine prochaine et apporter cet harmonica, parce qu'il sait clairement quelque chose que j'ignore. » Quand le docteur fut parti, Antoine s'assit à côté de Julien. « Tu as réussi. Après 7 ans, tu as réussi. » Julien secoua la tête. Il montra Rose du doigt. « Elle a réussi. » Rose secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, Julien, c'est toi. Je t'ai juste donné l'instrument. Tu as joué la musique. » Julien sourit. Et alors, il dit quelque chose qui laissa Antoine et Rose sans voix. Robert serait fier. Rose s'effondra, en pleurant. Antoine la prit dans ses bras, et Julien, pour la première fois en 7 ans, se leva, marcha vers eux, et les prit dans ses bras aussi. Ils ne dirent rien de plus. Ils restèrent juste là, tous les trois, enlacés, en silence. Mais c'était un silence différent. Ce n'était plus le silence de la perte, c'était le silence de la paix. 3 mois passèrent. Julien suivit une thérapie vocale 3 fois par semaine. Chaque séance durait 2 heures. C'était épuisant, douloureux, frustrant. Mais Julien n'en manqua pas une seule. Antoine réorganisa son emploi du temps pour conduire Julien personnellement. Il réduisit ses heures de travail de 14 à 8. Il engagea un co-PDG pour gérer le quotidien des hôtels. Et pour la première fois en 7 ans, Antoine commença à vivre dans sa propre maison. Rose continua à travailler, mais son rôle avait changé. Elle n'était plus seulement une employée de maison, elle était une famille. Antoine tripla son salaire, de 8 000 à 24 000 euros par mois. Lui proposa une chambre dans la maison. Rose accepta. Et chaque matin, à 6 heures, tous les 3 se réunissaient dans la bibliothèque. Julien jouait de l'harmonica. Rose écoutait. Antoine préparait le café. C'était leur rituel. Leur façon de se souvenir d'où ils venaient et de tout le chemin parcouru. La voix de Julien s'améliora. Lentement, très lentement. Au premier mois, il pouvait dire des phrases de 5 mots sans tousser. Au 2e mois, il pouvait parler pendant 10 minutes avant de se fatiguer. Au 3e mois, il pouvait tenir une conversation, courte, avec des pauses, mais réelle. Et alors, un matin, Julien dit quelque chose à Antoine qui changea tout. « Je veux devenir professeur. » Antoine posa sa tasse de café. « Professeur, comme pour donner des cours,
Julien acquiesça. Littérature, comme avant. Antoine regarda Rose. Rose acquiesça. Je crois qu'il est prêt. Antoine réfléchit un instant. Alors, je vais appeler la Sorbonne. Je vais voir ce qu'on peut faire. Il s'avéra que la Sorbonne n'avait jamais oublié Julien Leclerc. Quand Antoine appela, le directeur du département de littérature répondit immédiatement. « Julien Leclerc, le meilleur professeur que nous ayons eu. Comment va-t-il ? Il reparle, et il veut redevenir professeur. » Il y eut un silence. « C'est impossible. Il est resté muet pendant 7 ans. Les dossiers médicaux disaient que c'était irréversible. Les dossiers médicaux avaient tort. » Le directeur fit une pause. « Je peux lui parler. » Antoine passa le téléphone à Julien. Julien le prit, les mains tremblantes. Il porta le téléphone à son oreille et il parla. « Directeur, Lambert, c'est Julien, Julien, mon Dieu, c'est vraiment votre voix. Oui, elle est rauque, mais elle fonctionne. » Le directeur resta silencieux un instant. Alors, il parla d'une voix émue. « Nous voulons que vous reveniez, pas comme avant, pas des cours complets, mais nous avons un nouveau programme. Des petites classes, 20 étudiants maximum, 2 fois par semaine, pour les professeurs ayant des besoins spéciaux. Ce serait parfait pour vous. » Julien ferma les yeux, encore des larmes. « Quand puis-je commencer ? » « Le semestre prochain, dans 2 mois. » Julien sourit. « Je serai là. » Quand il raccrocha, Julien regarda Antoine et Rose. Et pour la première fois en 7 ans, Julien rit. Ce n'était pas un rire complet. C'était petit, rauque, cassé, mais c'était de la joie pure. Antoine le prit dans ses bras. Rose aussi. Et à ce moment-là, tous les trois, sûrs que le miracle n'était pas que Julien ait retrouvé sa voix. Le miracle était qu'ils avaient retrouvé leur famille. 2 mois plus tard, Julien donna son premier cours depuis l'accident. C'était une petite salle, 20 étudiants. Tous connaissaient son histoire. Tous étaient là parce qu'ils voulaient l'être. Julien entra dans la salle à 9 heures du matin, avec l'harmonica dans la poche de sa veste. Par chance. Les étudiants se levèrent quand ils le virent entrer, et ils applaudirent. Julien s'arrêta, surpris, ému. « Merci d'être ici. » Sa voix était rauque, lente, mais claire. Un étudiant au premier rang leva la main. « Professeur Leclerc, c'est un honneur de vous avoir de retour. » Julien sourit. « L'honneur est le mien. » Le cours dura 1 heure. Julien parla de Gabriel Garcia Marquez, de 100 ans de solitude, de la façon dont le silence peut être aussi puissant que les mots. Il dut faire des pauses, boire de l'eau, reposer sa voix, mais il termina, et quand il termina, les 20 étudiants se levèrent, et ils applaudirent à nouveau. Julien sortit de la salle, les larmes aux yeux. Rose et Antoine attendaient dehors. « Comment c'était ?» demanda Antoine. Julien ne put pas parler. Sa voix était épuisée. Alors, il sortit son harmonica de sa poche et il joua 3 notes. Les 3 premières notes de « Somewhere Over the Rainbow ». Rose et Antoine comprirent. C'était parfait. Ce soir-là, les 3 dînèrent ensemble à la maison. Antoine prépara le dîner, Julien mit la table, Rose apporta le vin, et pour la première fois en 7 ans, la maison d'Antoine Dubois eut l'air d'un foyer pendant le dîner. Julien écrivit quelque chose sur une serviette. Il ne pouvait toujours pas beaucoup parler sans se fatiguer. Il passa la serviette à Antoine. Antoine la lut à haute voix. « Chloé serait fière de toi, de nous !» Antoine plia la serviette, la rangea dans sa poche et acquiesça. « Je sais. » Alors, Julien écrivit autre chose. Il la passa à Rose. Rose la lut. Robert aussi. Rose sourit à travers ses larmes. « Je sais. » Et à ce moment-là, les 3 surent quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit. Que Chloé et Robert n'étaient pas partis. Ils étaient là, dans chaque note de l'harmonica, dans chaque mot que Julien disait, dans chaque étreinte qu'il se donnait. Ils étaient dans la musique, et la musique ne meurt jamais. 2 ans passèrent. Julien Leclerc devint une légende à la Sorbonne. Pas parce qu'il était le professeur le plus éloquent. Sa voix était toujours rauque, limitée.
Il ne pouvait pas parler plus de 30 minutes sans se reposer, mais il était le professeur le plus présent. Il arrivait 1 heure en avance à chaque cours. Restait 2 heures après, connaissait le nom de chacun de ses étudiants, connaissait leurs histoires, leurs luttes, leurs rêves, et à la fin de chaque semestre, il faisait quelque chose qu'aucun autre professeur ne faisait. Il jouait de l'harmonica, seulement une chanson, Somewhere Over the Rainbow, 3 minutes. Et puis, il disait à ses étudiants quelque chose qui était devenu sa phrase la plus célèbre. Si j'ai pu retrouver ma voix après 7 ans de silence, vous pouvez trouver la vôtre. Peu importe combien de temps s'est écoulé, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, la voix est toujours là. Vous devez juste trouver la musique qui la réveille. Ces cours se remplissaient chaque semestre. Il y avait une liste d'attente, des étudiants qui venaient d'autres universités juste pour l'écouter. Et durant la 2e année, Julien fit quelque chose que personne n'attendait. Il écrivit un livre. Il s'appelait « 7 ans de silence », mémoire de perte, de musique et de rédemption. Il était court, seulement 200 pages. Mais chaque page était brutale dans son honnêteté. Julien écrivit sur l'accident, sur Chloé, sur Léa, sur les 7 ans qu'il passa à vouloir mourir, mais sans avoir le courage de le faire. Il écrivit sur Rose, sur l'harmonica, sur les 365 jours qui lui sauvèrent la vie. Il écrivit sur Antoine, sur le pardon, sur comment parfois la famille que l'on choisit est plus forte que la famille que l'on perd. Le livre fut publié en mars 2027. En 3 mois, il se vendit à 50 000 exemplaires. Pas parce que c'était un best-seller commercial, mais parce qu'il touchait quelque chose de profond chez les personnes qui le lisaient. Le besoin de croire que peu importe à quel point on est brisé, on peut encore guérir. Les bénéfices du livre, Julien les donna tous. Il créa une fondation. Elle s'appelait Fondation 7 ans de voix. Sa mission était simple, aider les personnes atteintes de mutisme, de traumatisme ou de perte de voix à trouver des formes alternatives de communication. À travers la musique, l'art, la thérapie, Rose fut nommée directrice. Son salaire tripla encore, de 24 000 à 72 000 euros par mois. Mais Rose n'accepta pas tout l'argent. Elle en fit don de la moitié à la fondation. « Je n'ai pas besoin d'autant », dit-elle à Julien. « J'ai juste besoin de savoir que j'aide. » La fondation commença petite. 10 patients la première année. Tous avec des histoires similaires à celles de Julien. Traumatisme, perte, silence. Rose travailla avec chacun personnellement, pas toujours avec des harmonicas, parfois avec des guitares, des tambours, des pianos, ce qui fonctionnait. Et la première année, 3 des 10 patients retrouvèrent leur voix. Pas complètement, comme Julien. Leur voix était limitée, rauque, fragile, mais ils pouvaient parler. Et c'était suffisant. La 2e année, la fondation grandit. 50 patients, 5 thérapeutes, 3 lieux à Paris. La 3e année, 100 patients, 15 thérapeutes, expansion à Lyon et Marseille. Et le taux de réussite resta le même. 30% des patients récupéraient une forme de voix. Ce n'était pas un pourcentage élevé. Mais c'était infiniment mieux que les 2% offerts par la médecine traditionnelle. Le docteur Dubois devint conseillère médicale de la Fondation. Elle écrivit 3 articles scientifiques sur le cas de Julien, documenta chaque étape, chaque progrès, chaque recul. Et en 2028, elle présenta ses recherches au Congrès international de phoniatrie à Madrid. Le titre de sa présentation était simple. Quand la médecine échoue, la musique parle, le cas Julien Leclerc et la récupération vocale assistée par musicothérapie. 300 médecins assistèrent à la fin de la présentation. Lorsque le docteur Dubois montra la vidéo de 47 secondes de Julien jouant de l'harmonica et essayant de chanter, la salle entière se tut. Et quand elle montra la vidéo de Julien 2 ans plus tard, donnant des cours à l'université, parlant d'une voix rauque mais claire, la salle explosa en applaudissements. Plusieurs médecins s'approchèrent ensuite. Ils voulaient mettre en œuvre le protocole dans leur pays. Espagne, Argentine, Colombie, Chili. Le docteur Dubois accepta toutes les demandes. Et en 5 ans,
Le protocole de musicothérapie vocale était utilisé dans 15 pays. Antoine Dubois changea aussi. Il ne travailla plus 14 heures par jour. Son nouvel horaire était de 8 heures du matin à 16 heures. 6 jours par semaine. Les dimanches étaient sacrés pour la famille. Il engagea une codirectrice générale permanente, une femme nommée Patricia Ruiz, brillante, efficace, capable de gérer les 8 hôtels sans l'aide d'Antoine. Et Antoine investit son temps libre dans quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire, la musique. À 54 ans, Antoine Dubois apprit à jouer du piano. Il n'était pas bon, il ne serait jamais concertiste. Mais il s'en fichait. Il jouait pour Julien, pour Rose, pour lui-même. Et chaque dimanche matin, Antoine, Julien et Rose se réunissaient dans la bibliothèque. Antoine jouait du piano, Julien jouait de l'harmonica, Rose chantait. Il n'était pas professionnel. La musique était imparfaite, parfois désaccordée, mais elle était à eux. Et dans ces moments-là, les trois savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la paix. En 2029, 4 ans après que Julien ait parlé pour la première fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Université de la Sorbonne décerna à Rose Martin un doctorat honoris causa en musicothérapie. Rose n'avait pas fait d'études universitaires. Elle avait étudié jusqu'au baccalauréat. Tout ce qu'elle savait de la musicothérapie, elle l'avait appris en travaillant, en pratiquant. Elle essayait. Mais l'université a reconnu quelque chose que les diplômes ne pouvaient pas mesurer. Rose avait sauvé une vie. Et en la sauvant, elle avait créé une méthode qui en sauvait désormais des centaines d'autres. La cérémonie eut lieu en mai. Dans le grand amphithéâtre de l'université, 500 personnes étaient présentes. Julien était au premier rang, en pleurs. Antoine était à ses côtés, en pleurs, lui aussi. Et quand Rose monta sur scène pour recevoir son diplôme, l'amphithéâtre entier s'est levé. Le recteur de l'université lui remit le diplôme. Puis il lui demanda de dire quelques mots. Rose prit le micro, les mains tremblantes, et elle parla. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Je suis juste une femme de ménage qui a perdu son mari et qui ne voulait pas que personne d'autre perde quelqu'un qu'elle aimait de la même manière. » Elle fit une pause, regarda Julien. Julien Leclerc n'avait pas besoin que je le sauve. Il s'est sauvé lui-même. Je lui ai juste donné un harmonica. Il a fait tout le reste. Et si cela fait de moi un médecin, alors chaque personne qui a fait preuve de bonté envers quelqu'un dans son moment le plus sombre l'est aussi. L'amphithéâtre explosa en applaudissements. Et Rose descendit de scène, directement dans les bras de Julien et Antoine. Les trois s'étreignirent, pleurant, riant. Et à ce moment-là, Rose sut que tout avait valu la peine. La douleur, la perte, les 7 années à voir Julien en silence. Tout avait valu la peine. Aujourd'hui, en 2030, 6 ans après que Julien ait parlé pour la première fois, la Fondation Septannées de Voix continue de grandir. 200 patients par an, 30 thérapeutes, 10 antennes en France, extension en Suisse, en Belgique et au Canada. 1000 patients ont suivi le programme. 300 ont récupéré une forme de voix. Ce n'est pas un miracle massif, mais ce sont 300 miracles individuels. 300 personnes qui pensaient qu'elles ne parleraient plus jamais. Et maintenant, elles le peuvent. Julien continue d'enseigner. Il donne maintenant des cours 4 fois par semaine et il continue de jouer de l'harmonica à la fin de chaque semestre. Sa voix n'a jamais retrouvé sa clarté d'origine. Elle est toujours rauque, limitée à 30 minutes avant de se fatiguer. Mais c'est suffisant. Rose continue de diriger la fondation et chaque matin, à 6 heures, elle continue de retrouver Julien et Antoine dans la bibliothèque. Non plus pour enseigner, juste pour se souvenir. Antoine continue de jouer du piano. Et chaque dimanche, les trois font de la musique ensemble. Et l'harmonica de Robert, celui avec les initiales RM gravées sur le côté, est toujours entre les mains de Julien. Mais maintenant, il y en a d'autres. 50 harmonicas supplémentaires, chacun offert à un patient de la Fondation.
chacun avec l'espoir que la musique puisse faire pour eux ce qu'elle a fait pour Julien, réveiller quelque chose que tout le monde pensait mort. La voix, 7 années de silence, 730 heures de musique, un harmonica qui a coûté 150 € et une femme de ménage qui savait quelque chose que 3 neurologues ne savaient pas. Que parfois, le chemin du retour vers la voix ne passe pas par la gorge, il passe par le cœur. Et le cœur s'ouvre avec la musique, pas avec des médicaments coûteux, pas avec des thérapies complexes, pas avec des promesses vides. Juste avec quelqu'un qui s'assoit avec vous dans votre moment le plus sombre, qui vous donne un instrument, qui vous écoute essayer, qui n'abandonne pas quand vous échouez, qui célèbre quand vous réussissez une seule note. Quelqu'un qui vous rappelle que vous êtes toujours vivant et que tant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours trouver votre voie. Peu importe combien de temps s'est écoulé, peu importe à quel point vous êtes brisé, peu importe combien de personnes vous ont dit que c'était impossible, la voix est toujours là. Vous avez juste besoin de trouver la musique qui la réveille. Et parfois, cette musique vient des mains de la personne à laquelle vous vous attendez le moins. La personne qui nettoie votre maison, qui prépare votre nourriture, qui vit dans l'ombre de votre vie, la personne invisible, qui s'avère être la seule qui vous voit vraiment, parce que Rose Martin n'a pas vu un homme muet quand elle a regardé Julien Leclerc. Elle a vu un homme qui avait oublié comment vivre, et elle lui a enseigné quelque chose de plus précieux que des mots. Elle lui a enseigné que la vie ne se mesure pas à ce que vous dites. Elle se mesure à ce que vous faites quand vous n'avez plus de mots, à la musique que vous jouez, aux personnes que vous aimez, au silence que vous partagez, et à la décision, chaque jour, d'essayer une note de plus, même si elle sonne faux, même si ça fait mal, même si personne d'autre ne croit que c'est possible, parce que les voix ne se perdent pas pour toujours. Elles s'endorment juste, en attendant quelqu'un qui a la patience de les réveiller. Et quand cette personne arrive, peu importe qu'elle soit médecin ou femme de ménage, il importe seulement qu'elle soit prête à rester, à écouter, à croire, quand personne d'autre ne le fait. C'est la vraie définition d'un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose que vous construisez, note par note, jour après jour, pendant 730 heures, jusqu'à ce qu'un jour, après 7 années de silence, vous ouvriez la bouche, et vous parliez, et le monde écoute, pas parce que votre voix est parfaite, mais parce qu'elle est la vôtre, et parce que quelqu'un a cru qu'elle valait la peine d'être écoutée, même quand vous aviez vous-même cessé d'y croire.